Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Claire Courroyer. Elle est fondatrice de l'organisation Transhumans, qui est un cabinet conseil qui forme, conseille et accompagne l'humain dans tous les changements, toutes les transformations, dans le management de la complexité, l'empowerment des dirigeants, des managers, équipes à faire face à toutes les situations et le pivotage des organisations. Claire Courroyer, bonjour. Bonjour Carole, Bienvenue dans Femmes et Pouvoir. merci de me recevoir. Que signifie pour vous le mot pouvoir? Pour moi, le mot pouvoir signifie avoir le potentiel pour agir et dans un but de bien commun. Et est-ce que ce potentiel ou cette capacité à agir se traduit différemment pour vous dans votre environnement personnel et professionnel? Je pense que non, c'est le même parce qu'en fait, ça c'est aussi lié au fait qu'on soit aligné. Quand on est, euh, quand on est une personne alignée, on est la même personne selon que l'on soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Euh, et évidemment, ce pouvoir-là, il n'est pas utilisé de la même façon. Ce pouvoir-là, dans la vie professionnelle, dans ma vie professionnelle, je m'en sers pour faire grandir les gens, pour les accompagner. Et dans la vie personnelle, je m'en sers aussi pour dire, pour donner du sourire, pour apporter des choses bonnes dans la mesure du possible. Alors justement, dans votre vie professionnelle, votre métier, c'est de faire grandir les gens. Est-ce que vous avez noté une différence dans la capacité à grandir ou dans la capacité à exercer du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Complètement. Et ça a, entre autres, été un sujet important pendant l'été avec des amis, hommes et femmes. Euh, le, Moi, ça fait 10 ans, 11 ans que j'accompagne les organisations, les dirigeants, les managers, et j'ai été moi-même manager précédemment dans ma vie de salarié. Et ce que j'ai observé, en tout cas, c'est que le pouvoir chez l'homme est souvent plus individuel, il est souvent plus égocentré, euh, alors que le pouvoir chez la femme, je n'oppose pas, hein, je ne mets pas l'homme et la femme en opposition, je dis juste que dans les éléments que j'observe et qui sont distinctifs, chez l'homme, le pouvoir est plus individuel, euh, tandis que chez la femme, il y a une démarche qui peut être plus collective. Voilà. Alors, on entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Si oui, qu'est-ce que vous avez sacrifié? Est-ce que vous pensez que c'est la même chose pour les hommes aussi? Le mot sacrifier, le verbe sacrifier est un peu fort pour moi. Une chose, je n'ai pas l'impression d'avoir sacrifié quelque chose. Par contre, ce dont je suis sûre, c'est qu'il faut se battre, oui, tout le temps. J'ai le sentiment de me battre régulièrement, que ce soit pour faire entendre ma voix, mes idées, que ce soit pour affirmer une position, euh, et effectivement faire des efforts aussi pour arriver à atteindre le but que l'on s'est fixé. Dans tous les cas de figure, oui, il faut se battre. J'ai la chance de pouvoir dire aujourd'hui que je n'ai pas l'impression d'avoir sacrifié quelque chose, et heureusement. Parfait. D'après vous, parce que vous disiez tout à l'heure que c'est un sujet que vous abordez aussi bien dans le cercle personnel que le cercle professionnel sur la question du pouvoir. Est-ce que vous pensez que les femmes, elles devraient mettre en place une stratégie particulière pour y accéder? Mais, en fait, souvent, et pour être moi-même passée par là, quand j'étais salariée, quand j'étais manager d'équipe dans un grand groupe, euh, il y a une première tendance chez les femmes, en tout cas qui atteignent un certain niveau de responsabilité, à vouloir, à se sentir obligée d'agir un peu comme un homme. Et puis en fait, c'est exactement l'inverse que moi je prône aujourd'hui, c'est de rester ce que nous sommes, de rester femme, et puis de savoir justement
utiliser ces sensibilités ou ces périphéries que nous avons, j'ose le dire, en plus. Et donc, ne surtout pas chercher à ressembler à un homme, mais d'être une femme et d'apporter et d'assumer cette différence de genre, y compris dans l'exercice du pouvoir. Alors, vous accompagnez aussi les organisations dans leur transformation. Quel pourrait être Oui. leur rôle pour aider les femmes, justement, peut-être à prendre un peu plus confiance en elles, à ne pas vouloir singer les hommes pour y arriver? Comment est-ce que les organisations pourraient les aider à ça? Je dirais que la première des choses que les organisations pourraient aider à faire, c'est de ne pas demander à une femme d'être plus compétente ou de démontrer plus qu'un homme lorsque celle-ci dispose justement du talent pour être au poste qu'elle est censée occuper. Donc, première chose, c'est tout simplement de ne pas nous demander d'en faire plus. La deuxième chose, et notamment pour les femmes qui ont la chance d'être mères, comme moi, c'est de ne pas nous réduire, entre guillemets, à notre condition de maman. C'est-à-dire que ça n'est pas parce qu'une femme a des enfants qu'elle est forcément, qu'elle est d'un seul coup moins compétente, qu'elle sait moins s'organiser. C'est à la femme de savoir comment elle s'organise et c'est à la femme de mettre en place l'environnement et le contexte qui va lui permettre d'être aussi bien équilibré côté professionnel que côté personnel. Ensuite, l'autre élément, je dirais que l'autre conseil que je donnerais aux organisations, c'est d'être intransigeant sur des propos sexistes ou sur des comportements qui peuvent être déplacés. Euh, C'est-à-dire que quand une femme vient en jupe, quand elle met des talons, on n'est pas obligé de le lui faire remarquer. Euh, on ne fait pas remarquer à un homme qui vient en costume que «Ah, t'as un beau costume». Voilà, donc je pense que juste nous accepter comme un être humain et ne pas nous obliger, ne pas nous réduire dans soit dans un corps, soit dans une condition féminine ou matriarcale. Voilà, je trouve que on a un cerveau comme les hommes et il il faut nous prendre en entier. Très bien. D'ailleurs, en parlant d'attitudes sexistes, quel est le propos ou la parole ou la réflexion la plus sexiste que vous ayez entendue? Et comment est-ce que vous avez réagi? Puisque vous naviguez dans le milieu des dirigeants, donc j'imagine que ça a dû arriver au moins une fois. Plus qu'une fois. Euh, deux anecdotes. Une quand j'étais salariée et une autre en tant que dirigeante qui accompagne des organisations, des managers, des dirigeants. Quand j'étais salariée et que j'ai eu une promotion importante, notamment j'ai pris la responsabilité sur une zone géographique importante qui était l'Amérique latine, j'ai effectivement entendu des choses comme quoi j'avais forcément eu une promotion canapé. Voilà, donc ça ne pouvait pas être du fait de mon intelligence ou parce que je le méritais, c'était forcément parce que j'avais fait quelque chose pour y parvenir. Euh, et la deuxième anecdote, c'est lorsque j'arrive dans un comité de direction essentiellement composé d'hommes. Euh, et quand j'arrive, je rentre dans une pièce, la façon dont je suis dévisagée, voilà, je sais que j'ai l'impression de passer un scanner de bas en haut, de haut en bas. Et pendant longtemps, je mettais des tenues qui étaient bien fermées pour éviter toutes sortes on va dire, de remarques. Et j'ai décidé un jour d'assumer pleinement ma féminité et que bah, ceux que ça dérange, bah, tant pis pour eux, mais je ne vais pas me mettre en col Mao parce que je ne veux pas provoquer le regard de ces messieurs. Vous êtes une femme noire aussi. Est-ce que ça a été, est-ce que vous avez eu des remarques, ou vous avez senti que cette double appartenance,
a été aussi, enfin, a interpellé. Bien sûr, de nombreuses fois. De nombreuses fois, heu, quand, sur des sessions de formation, par exemple. Alors, sur des sessions de formation, tout simplement parce que la personne avec laquelle je négocie, et je mets en place cette formation, est généralement, un représentant d'un comme membre un membre de direction d'une entreprise et donc c'est avec cette personne-là que ça se passe, par exemple avec un ou une DRH ou avec un directeur opérationnel. Les équipes, le jour où elles me rencontrent, me voient souvent pour la première fois. Et comme en plus je m'appelle Claire Courroyer parce que j'ai épousé un Français et Courroyer ça sonne pas tout à fait africain, enfin noir, pour dire. Il y a souvent un temps il y a souvent un petit temps entre le moment où je tends la main en disant bonjour, je m'appelle Claire Courroyer, où les gens réalisent ah, elle ressemble pas à leur imaginaire. Donc oui, je le sais et je sais que il faut pas se voiler la face, c'est un fait. Ça existe, c'est présent dans la société. Je sais que je ne serai probablement pas sollicitée par certaines personnes parce qu'elles ne dépassent pas le stade de la couleur, mais j'en fais pas, ça n'est pas grave. Euh, je prends ça comme étant un fait, point. Et je ne m'arrête pas à ça, au contraire, je dépasse cela et je vais chercher les personnes qui sont suffisamment à l'aise avec les différences de couleurs sans que ça soit dérangeant. Donc, je l'ai intégré depuis très longtemps et j'en fais pas une affaire. Ça existe, je le vis, mais je le dépasse. Très bien. Pour revenir à une actualité qui, bien évidemment, a secoué le monde entier, que vous inspire le mouvement Black Lives Matter? Compliqué. Compliqué parce que, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un phénomène qui est existant. Maintenant, euh, euh, faut être attentif à ne pas faire d'amalgame, il faut être attentif aussi à ne pas mélanger les, les différences culturelles de pays. Ce qui se passe en France, la façon dont les choses se passent en France n'est pas la même façon de comment ça se passe aux États-Unis. Euh, et donc, on a des différences culturelles qui sont fondamentales. Et bien sûr, le mouvement a pris une ampleur mondiale. Maintenant, je dirais que rien n'est jamais acquis, ça c'est clair. Il faut être vigilant en tout temps. On le voit même maintenant au niveau vis-à-vis des femmes que on en est arrivé à nous interdire à faire du topless pour celles qui le veulent. Donc Ouais. il faut être vigilant. On voit bien aussi que sur des sujets liés euh, à l'avortement, il y a aussi des choses qui reculent. Donc la liberté, il faut faire attention avec la façon dont les choses se passent. Et une fois de plus, la condition, je dirais, des différences de couleur, la condition du racisme, ça existe. Le racisme existe absolument partout et dans tous les sens. Donc, je, je n'en fais pas une affaire. C'est là, je fais en sorte de faire progresser des choses à ma manière et de façon discrète, mais Black Lives Matter, c'est un mouvement qui est né je dirais, d'une situation tragique. Euh, euh, mais cette situation tragique, il y en a qui se reproduisent tous les jours dans tous les pays du monde. Absolument. Est-ce que vous avez noté dans votre pratique, dans votre métier ou dans votre environnement, une bonne pratique justement, un outil que vous pourriez partager avec nous pour faciliter encore plus l'inclusion, la diversité, l'égalité professionnelle? Je dirais que la première des choses, moi j'utiliserai un outil universel qui est celui des valeurs, c'est de savoir d'où l'on vient, de connaître
finalement quels sont ses besoins, quelles sont ses valeurs sur lesquelles on s'accroche et qui deviennent finalement le cap de notre vie. Et à partir de là, quand on est solide en fait à l'intérieur, il y a beaucoup moins de choses qui nous touchent et qui nous, en tout cas, qui nous impactent négativement et qui font que on sait qu'elles sont là, elles existent, mais si on est solide intérieurement, on n'est pas ébranlé. Donc moi, l'outil que enfin, j'en ai plusieurs, mais il y en a un, c'est déjà d'être clair sur ses talents, d'être clair sur ses valeurs. Et c'est notamment Richard Barrett qui a un outil d'évaluation sur où se situent nos valeurs et le lien qu'il y a entre les besoins, nos besoins fondamentaux, nos besoins de croissance aussi, et les valeurs qui en découlent. Donc, et là, pour le coup, je préfère. C'est un outil universel pour sortir des clivages. On va marquer une petite pause alors sur ces mots et on revient dans quelques instants. Claire, est-ce que vous avez un coup de gueule ou un coup de cœur? Qu'est-ce qui vous énerve vraiment, que vous aimeriez bien voir changer dans la société, dans votre environnement? C'est l'occasion de passer un message. Ou quelque chose qui vous touche vraiment, que vous aimeriez voir continuer? Euh, je dirais ce qui m'énerve, on va dire sur mon coup de gueule, ce serait d'arrêter de demander aux gens de fonctionner sans leurs émotions, parce qu'en fait, et notamment dans les entreprises, hein, les émotions sont un peu masquées, voire bannies dans certains environnements. Or, les émotions font partie intégrante de l'être humain, c'est la biologie. Et lorsqu'on demande à une personne de fonctionner sans ses émotions, ben, elle finit par dysfonctionner parce que ça fait partie intégrante de nous. Et c'est ça qui nous rend aussi plus forts et c'est ça qui fait de nous tout simplement des êtres humains. Donc ça, c'est une chose qui, pour moi, s'il y avait bien quelque chose à changer, ce serait dès la petite enfance de permettre à chaque individu d'être à l'aise avec ça et de pouvoir les exprimer, de ne pas en avoir honte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont honte de leurs émotions et on ne leur permet pas de les exprimer. On ne naît pas puissante, on le devient. Que vous inspire cette phrase? Elle m'en inspire une autre, c'est qui dit euh, on ne naît pas soi, on le devient. Euh, C'est-à-dire que quand on est, effectivement, on a très peu conscience de ce que nous sommes. Et le chemin, Carl Gustav Jung parle du principe d'individuation. Le principe d'individuation, eh bien, c'est le chemin qu'un individu parcourt tout au long de sa vie, de son enfance à son adolescence, à son âge adulte et jusqu'à son âge, je dirais, de maturité. Et qui nous permet de nous découvrir et finalement d'assumer aussi progressivement ce que nous sommes. Et quand on assume pleinement ce que l'on est, on assume sa puissance, on assume sa lumière. Or, c'est un parcours difficile parce que ça veut aussi dire, quand on veut faire ça, quand on veut assumer sa puissance, ça veut aussi dire qu'à un moment donné, on fait face à sa part d'ombre et à nos casseroles, à nos valises, et il faut aussi savoir les regarder et savoir faire le tri. Et quand on arrive à parcourir ce chemin, eh bien, oui, on développe et on dégage une puissance plus importante. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? L'aigle. Je serais Pourquoi? un aigle parce que c'est un animal, j'aime cette liberté. C'est un animal qui vole, qui plane, qui a une capacité de prise de hauteur. Il est tout en haut et bah, depuis là-haut, ça lui permet d'avoir une vision globale sur les choses. Ça lui permet aussi de voir venir le danger. Donc, et il a une vue perçante. Donc, oui, si j'étais un animal, je serais un aigle. Et si vous étiez une ville, laquelle seriez-vous? Rio de Janeiro. OK.
C'est une pourquoi? ville que j'aime c'est une ville que j'aime beaucoup, et c'est une ville qui, je suis allée, à plusieurs reprises pour des raisons professionnelles et parce que c'est une ville qui j'aime le Corcovado, j'aime le Pan d'Açúcar, j'aime l'atmosphère qui se dégage de cette ville. Et si vous étiez une voiture, laquelle seriez-vous? Je serais une Aston Martin. Aston Très Martin, bien. Pourquoi? parce que c'est une belle voiture. C'est une voiture d'exception, c'est une voiture, qui est racée, et qui est singulière et voilà, on ne voit pas partout. Très bien. Si vous aviez un message à livrer aux femmes, aux jeunes femmes qui aspirent à céder à des postes de responsabilité, lequel serait-il? Qu'est-ce que vous leur diriez? 2 conseils. Le premier, c'est, de travailler sur elles, hein, de faire du développement personnel, de savoir qui elles sont et le deuxième conseil, c'est de rester elles-mêmes et de ne pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre. En préparant cette rencontre, on vous a demandé, Claire, de nous apporter une photo, un objet, en tout cas quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ou à quoi avez-vous pensé? Là, je vais vous surprendre. Je suis pas sûre que ça soit un grand symbole de la féminité, quoique j'ai apporté un éléphant. Voilà. Bon, d'accord. J'ai apporté, j'ai Pourquoi? apporté un éléphant qui est en ébène parce que c'est un animal très intelligent. C'est un animal qui est sage. C'est un animal qui est protecteur. Voilà. Bah, c'est tout à fait féminin, ça, je trouve. Claire, notre entrevue touche déjà à sa fin. Est-ce que vous pourriez nous dire en un mot ou en une phrase quel est votre super pouvoir? C'est de donner le sourire aux gens, Bah, mission j'espère. accomplie puisque j'ai pas arrêté de sourire pendant toute l'émission. Voilà. Donc, Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup, Claire. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. moi de même, ce fut un plaisir partagé. Merci beaucoup, Très Carole. bien. Merci beaucoup. C'était Femmes et pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, mais sur notre chaîne femmesetpouvoir.tv et bien évidemment sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.